Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde émission quotidienne de CMC Markets, le quart d'heure US qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 novembre 2016 et le titre du jour est « Excellent PIB US, mais le WTI pèse ». En fait, nous avons eu à 14h la publication de la croissance du produit intérieur brut américain. On attendait 3% de hausse de ce dernier et on a eu un chiffre supérieur aux attentes, 3,2%. Vous pourriez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que les indices américains ne repartent pas à la hausse pour fêter justement ce bon chiffre. Il y a deux raisons à cela, trois même si je puis dire. La première, c'est que les indices sont déjà très hauts. Après 3 semaines consécutives de hausse, ils sont surachetés et ils sont en position de consolidation à court terme. La deuxième raison, c'est l'adage boursier acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Peut-être que les opérateurs s'étaient placés à l'achat et avaient joué la hausse des indices américains en vue de ce bon PIB américain. Et donc, à la publication d'un chiffre supérieur aux attentes, eh bien, certains d'entre eux prennent leurs bénéfices. Et puis la troisième raison, comme l'explique le titre de cette émission, c'est que les cours du pétrole, WTI et Brent, perdent 3% sur la séance. Nous sommes sur les plus bas d'hier, les plus bas de la semaine donc. On approche de la moyenne mobile à 200 séances, qui est très importante pour la tendance de moyen terme. Le pétrole qui reste accroché, volatile aux rumeurs. Des rumeurs de l'Arabie Saoudite, des rumeurs de l'Iran, de l'Irak. Nous avons parfois des nouvelles positives expliquant que les discussions avancent bien. Et puis d'un coup, on a l'Arabie Saoudite qui dit que si l'Iran et l'Irak ne baissent pas leur production, eh bien, elle ne rentrera pas dans les discussions. Donc c'est toujours des débats très houleux. Concernant le pétrole, on attendra sagement la réunion de demain et voir s'il y a accord, pas accord ou demi-accord, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une baisse de la production ou bien un gel de la production ou bien une absence d'accord. Et encore une fois, je vous le répète, le pire n'est pas certain. Souvenez-vous, quand il y a eu le Brexit, on a baissé fortement puis on est reparti à la hausse. Quand il y a eu l'élection de Trump, on a baissé fortement et on est reparti à la hausse. S'il n'y a pas d'accord sur le pétrole, on pourrait être en train déjà de baisser aujourd'hui et on baisserait peut-être demain. Mais est-ce qu'on baisserait après-demain? Ce n'est pas certain. Donc voilà, j'attends sagement que nous ayons plus d'informations à ce sujet. Voyons demain ce qu'il se passe, s'il y a accord ou non. Et cela nous aidera à y voir plus clair sur la situation du pétrole à moyen terme. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 est stable, à l'équilibre, attentiste, à 2202 points, soutenu par une tendance haussière, soutenu par un bon PIB, mais un peu tiré par le bas par le secteur énergétique avec la baisse de 3% du pétrole dont je vous parlais il y a quelques instants. Le CAC 40 évolue au-dessus des 4500 points, il est à 4532 points, il évolue donc dans la partie haute de son range. Le CAC 40 est un des indices européens les plus performants aujourd'hui. Si vous cherchez à savoir pourquoi, regardez du côté du secteur bancaire, avec notamment Société Générale qui est dans les plus fortes hausses de l'Eurostoxx ce jour. Le VIX, l'indice de la volatilité, gagne 0,3% à 14,5 points. Il est toujours très bas. Depuis une semaine, il travaille cette zone. Il est bas, il est stable, signe de complaisance des opérateurs. Donc même si les marchés consolident un petit peu, reculent un petit peu aux États-Unis, on n'est pas du tout dans un marché d'aversion au risque ou de peur. On est dans un marché qui se stabilise après 3 semaines de hausse d'affilée.
Le dollar américain fait une pause, comme les indices US, à 101,5 points après 3 semaines de hausse. Il a bien réagi hier, s'est stabilisé aujourd'hui et comme je vous l'ai expliqué dès le début de cette semaine, on pourrait assister à une semaine de range sur ce dernier, c'est-à-dire une semaine de stabilisation, de prise de bénéfices, les opérateurs souhaitant désormais voir si les chiffres américains sont bel et bien solides, si une hausse de taux intervient en décembre, mais surtout les opérateurs pourraient vouloir en savoir plus sur la prochaine équipe et le fameux programme de dépenses de Donald Trump. L'or glisse sous les 1185 $. Disons plutôt qu'on travaille la zone des 1185 $. C'est un support datant du mois d'octobre 2015. Il faut dire que les cours de l'or restent sous pression puisqu'ils sont dans une tendance de fond baissière. Les cours de l'or pâtissent de plusieurs facteurs. D'une part, on a les taux qui remontent. Or, quand le marché obligataire délivre une performance alors que l'or n'en délivre pas, eh bien, il devient plus intéressant de revenir sur les obligations que sur le métal doré. En plus de ça, l'or a tendance à être délaissé quand les marchés montent, et c'est le cas actuellement aux États-Unis, le marché directeur. Et puis, troisième raison, l'or est libellé en dollars, donc bien évidemment, quand le dollar est aussi puissant qu'il ne l'est depuis un mois, eh bien l'or a tendance à reculer. Et enfin, le pétrole WTI perd 3,1% à 44,9 $, très volatile avant la réunion des pays producteurs de demain à Vienne. Ce jour et hier, et même les journées précédentes, il a évolué au gré des rumeurs. Faites attention, il est donc très volatile, on peut avoir des excès haussiers et baissiers, donc c'est plus dangereux qu'autre chose. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, vous pouvez voir que dans les baisses, on retrouve principalement l'automobile allemand. On retrouve également Total qui pâtit du recul des prix du pétrole. Dans les hausses, on sera agréablement surpris de voir Unicredit, Intesa Sanpaolo et Assicurazioni Generali, donc les bancaires italiennes. Pourquoi est-ce que les bancaires italiennes rebondissent alors que les opérateurs craignent le référendum de dimanche prochain? Eh bien, la raison en est simple. La BCE a laissé entendre ce jour qu'elle était prête à intervenir. Ah, excusez-moi. Hop. Donc la BCE a laissé entendre ce jour qu'elle était prête à intervenir sur les marchés et à soutenir le marché obligataire italien s'il y avait un décalage violent lundi prochain à l'ouverture. En gros, la BCE nous laisse entendre qu'elle est là au cas où, comme elle l'avait laissé entendre le jour de l'élection de Donald Trump et du Brexit. Cela a tendance à rassurer les investisseurs de voir que la BCE est en soutien et ça permet donc un rebond technique des bancaires italiennes jusqu'ici sous pression. Côté statistique, on a donc eu la publication du PIB US à 3,2% contre des attentes à 3%, ce qui vient corroborer les prévisions haussières sur la macroéconomie aux États-Unis pour ce trimestre et les trimestres à venir. On a aussi eu l'indice de l'immobilier US Case-Shiller qui est ressorti en hausse à 5,1% contre des attentes à 5,3%. Le chiffre du jour, c'est 1000. 1000, c'est le nombre de postes que Airbus souhaite supprimer, la plupart en France. Mais c'est néanmoins à mettre en perspective avec les 136 000 salariés du groupe à travers le monde. Côté US, on a United Health qui a confirmé ses prévisions 2016 et présenté ses prévisions 2017. Il faudra voir comment le titre réagit ce jour. Tiffany devrait être en hausse ce jour puisque le groupe a publié des résultats meilleurs que prévus au T3 en hausse pour la première fois en 8 trimestres grâce notamment à la Chine et au Japon. Attention à Hertz qui a vu sa note de crédit mise sous surveillance négative par Moody's. Et puis enfin, Allstate a annoncé l'acquisition de SquareTrade pour 1,4 milliard de dollars. Dans les hausses, on retrouve Cognizant, société sur laquelle il y a eu une prise de participation. On retrouve Energy Inc., société spécialisée dans le secteur de l'énergie qui se stabilise autour des 10 $ et qui tente un rebond. Et puis, dans les baisses, on retrouve Vulcan Materials, moins 5%, HNR Block, moins 9%, certainement à cause de publications inférieures aux attentes.
Pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, il s'agit d'un triangle noté 4 sur 5 sur le GBP Yen en données 4 heures. Vous pouvez voir que le GBP Yen est dans une belle tendance haussière depuis l'élection de Donald Trump. Ça, c'est la petite frayeur le matin de l'élection, puis le redémarrage haussier violent. Et depuis, la livre contre le yen continue de s'apprécier, très corrélée avec l'USD yen, hein, vous l'aurez remarqué. Et donc voilà, on était dans un triangle, les cours en sortent par le haut. Si on venait à clôturer en dehors de ce triangle et à se maintenir au-dessus, eh bien on pourrait mesurer la hauteur de ce triangle et le reporter à la hausse pour avoir un objectif haussier théorique. Tant que le GBP Yen évoluera le long de l'oblique ici qui passe par tous les plus bas, la tendance sera haussière et les risques haussiers. Si et seulement si on venait à casser la borne basse du triangle qui se confond avec l'oblique passant par tous les plus bas depuis 2 semaines, là, la donne changerait. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va aller sur le S&P 500. Donc le S&P 500, il est aussi en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Néanmoins, on a eu 3 semaines consécutives de hausse. Il est donc légitime de s'attendre à une consolidation des cours cette semaine. On ne parle ni d'une tendance baissière ni d'un retournement violent. On parle de prise de bénéfices qui permettent de revenir tester les niveaux acquis ces dernières semaines. Le support clé est à 2190 points. Tant que le S&P 500 sera au-dessus des 2190 points, il reste foncièrement aussi à moyen terme et peut à tout moment redémarrer à la hausse. Si et seulement si le S&P 500 venait à clôturer sous les 2190 points, à casser ses anciens plus hauts et à casser sa moyenne mobile à 15 séances, là, il y aurait potentiellement changement de paradigme, changement de rythme et des stratégies baissières à la clé. Pour l'instant, c'est une semaine où les acheteurs doivent et peuvent en quelque sorte faire une pause. On a quand même eu 3 semaines de hausse très puissantes. Il est tout à fait légitime que désormais les opérateurs se cherchent un petit peu et prennent des bénéfices. C'est la même chose sur le Dow Jones. Vous voyez que le Dow Jones évolue fortement à la hausse. Il a la MM7 qui arrive, la moyenne mobile à cette période qui est en soutien. Je vous ai parlé ce matin des 19 070 points, les plus bas d'hier et du jour. Pour l'instant, ils tiennent bon. Si on arrive à rester au-dessus de ce seuil, les acheteurs pourraient tenter de relancer la tendance. Si on casse ce seuil, on est susceptible de perdre peut-être 1% et de revenir vers la zone des 18 950 points, les plus hauts de la mi-novembre qui ont fait résistance et qui devraient par la suite désormais faire potentiel support. Donc on va dire que l'équivalent des 2190 points sur le S&P 500, ce sont les 18 950 points sur le Dow Jones. Tant que le Dow Jones est au-dessus des 18 950 points, la tendance de fond est haussière et les risques haussiers. Si et seulement si on casse ce seuil, alors les vendeurs prendraient la main et on pourrait revenir sur les anciens plus hauts historiques vers 18 670 points. En tous les cas, pour l'instant, c'est une petite consolidation légitime à l'intérieur d'une tendance haussière de fond. On va regarder l'indice italien. L'indice italien, donc, c'est une tendance baissière qui a débuté à l'été 2015, une violente tendance baissière qui a continué jusqu'au premier trimestre 2016. Vous pouvez voir que depuis le premier trimestre 2016, alors que les indices européens comme le CAC et le DAX ont bien rebondi, eh bien l'Italie, on est resté sur les plus bas. On a même fait un nouveau plus bas avec le Brexit. Donc comprenez par là que les actions italiennes sont délaissées, l'économie italienne ne va pas très bien, les bancaires italiennes non plus. C'est la raison pour laquelle il y a une sous-performance de l'indice italien. Néanmoins, un bon point, c'est qu'on tient au-dessus de la zone des 16 000 points. Et tant qu'on sera au-dessus de cette zone à moyen terme, eh bien, les acheteurs pourraient tenter de reprendre la main et de repartir à la hausse. Bien évidemment, on a le référendum qui va prendre place dimanche prochain. On peut avoir un choc baissier sur les indices, les actions italiennes lundi prochain si le non remporte la mise, et de loin. Néanmoins, ça ne veut pas forcément dire qu'on va casser le support des 16 000 points. On pourrait très bien baisser avec le référendum, revenir tester le support, et si les indices américains et européens restent forts, eh bien l'indice italien pourrait tenter de se stabiliser.
Donc si et seulement si on casse les 16 000 points en cours de clôture, c'est un nouveau signal baissier, une cassure de support et donc une reprise de la baisse en direction des plus bas annuels vers 15 000 points. Mais quoi qu'il se passe avec le référendum et lundi prochain, tant qu'on est au-dessus des 16 000 points, le pire n'est pas certain. Ensuite, on va passer sur les actions américaines. On a US Steel Corporation qui consolide sa forte hausse récente, ce qui peut se concevoir. On a First Solar, spécialiste des panneaux solaires qui reste sous pression dans une tendance baissière. On a Apple qui n'a pas réussi à dépasser sa zone de résistance des 112 $ et qui consolide donc sous ce seuil, qui reste pivot pour la suite. Si on arrive à accélérer au-dessus des 112-113 $, les acheteurs reprennent la main. Tant qu'on est dessous, les vendeurs la gardent. Groupon continue de travailler les 4 $ sans tendance et toujours avec une pression baissière. IBM, souvenez-vous, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est un titre qui est en tendance baissière depuis 4 ans, mais depuis le début de l'année 2016, les acheteurs semblaient avoir repris la main. On faisait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. On avait vu que IBM était en train d'atteindre une résistance clé à 160 $, soit une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts depuis 4 ans. On a réussi à la casser, c'est un bon point. Maintenant, le plus dur reste à faire en quelque sorte pour que la tendance haussière puisse continuer. Il faudrait réussir à casser les plus hauts du mois d'août de cet été, qui se situe à 164,90, on va dire 165 $. Donc, on a bien une tendance haussière de fond depuis à peu près 6-8 mois. On a un momentum haussier de court terme qui a permis de casser l'oblique majeure de résistance et qui permet donc à moyen terme à la tendance de devenir plutôt neutre alors qu'elle était fortement baissière jusqu'ici. Par contre, pour que plus de hausse puisse intervenir, il faudra casser les plus hauts du mois d'août. A contrario, on consoliderait très certainement entre les 160 et les 165 $. Et puis dans les hausses, on retrouve Netflix. Alors ici, c'est un graphique hebdomadaire. Donc vous pouvez voir la très forte réaction haussière au mois d'octobre de Netflix suite à ces résultats. Ensuite, les cours ont consolidé. Et vous voyez où se sont arrêtés les cours, à 111,20 à peu près. Eh bien, ils se sont arrêtés pile poil sur les plus hauts du mois d'avril. Donc en fait, on a cassé un seuil, on a échoué sous les plus hauts historiques, on est revenu tester les plus hauts du mois d'avril et depuis on est haussier. Donc tant qu'on est au-dessus des 111 $, les acheteurs gardent la main et les cours sont susceptibles de continuer la tendance haussière de fond dans laquelle ils s'inscrivent depuis maintenant 3-4 ans. Amazon consolide donc suite aux chiffres du Black Friday qui étaient, on va dire, mitigés. Petite information concernant le lundi qui suit le Black Friday, donc c'est-à-dire la séance d'hier. Sur les 11 derniers Black Friday, eh bien 6 fois sur 11, le lundi, après le Black Friday, Amazon baissait. Donc ce n'est pas parce que Amazon a baissé lundi suite aux chiffres du Black Friday de vendredi que c'est la fin du monde. Dans 50% des cas, c'est ce qui arrive au titre le lundi après le Black Friday. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Alors, Paul me dit que la confiance des consommateurs vient de ressortir à 107,1. Effectivement, l'enquête de la confiance des consommateurs aux États-Unis est ressortie à 107 alors qu'il était attendu à 101. C'est un chiffre qui est absolument excellent. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que cela donne historiquement parlant. Je vais sur le site Forex Factory et je regarde les chiffres historiques. Donc vous voyez que la confiance des consommateurs US ne fait que de remonter depuis 2009, depuis la crise de 2009. Et là, on est sur un nouveau plus haut il faut remonter en 2007, donc un nouveau plus haut de 9 ans. Donc on a eu un PIB aux US qui a été très bon, on a eu la confiance des consommateurs qui est très bonne, et je vous rappelle que le PIB américain est dépendant pour les 2/3 de la consommation interne aux États-Unis, et quand la confiance va, généralement la consommation va de pair aussi.
Donc voilà, l'indice de confiance des consommateurs retrouve ses niveaux de 2007 avant la crise de 2008. Ça veut dire qu'il y a de la confiance actuellement et c'est une bonne chose pour l'économie américaine. Par contre, attention, ça veut aussi dire qu'on revient sur des niveaux de confiance relativement élevés et on arrive donc dans une zone de résistance théorique. Donc attention à ce que ces chiffres restent bons et stables au-dessus des 100, car un renversement de la confiance du consommateur à moyen terme serait une mauvaise chose. Ensuite, on va regarder les matières premières. Donc le gaz consolide aujourd'hui après sa forte appréciation d'hier. Il reste dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire et journalière. Tant qu'on est au-dessus des 3,10, la tendance est fortement haussière. On est susceptible d'aller chercher les plus hauts annuels vers 3,33. Si et seulement si on passe sous le gap haussier ouvert lundi, la donne changerait, les vendeurs prendraient potentiellement la main. Concernant le pétrole, voici le graphique. On a eu 2 semaines de hausse. Fin de semaine dernière, on a perdu donc 2-3%. Ce lundi, on se reprenait sur des rumeurs positives. Aujourd'hui, on baisse sur des rumeurs négatives. S'il n'y a pas d'accord, les cours risquent de baisser vers le bas du range. S'il y a un accord, les cours risquent de remonter vers le haut du range. Est-ce qu'il y a un accord, pas d'accord, un gel ou une baisse de la production? Je n'en sais rien. Nous n'en savons rien. Il y a une volonté de trouver un accord, mais on a l'impression que ça bloque. Donc, attendons de voir. Je n'attends rien, personnellement. Je serais curieux de voir ce que les cours feraient s'il n'y avait pas d'accord. Comprenez par cela que s'il n'y a pas d'accord, j'entrevois donc facilement un retour des cours vers la borne basse du range, vers les 42,5 $. Par contre, il n'est pas dit qu'en l'absence d'accord, on casse ce support de moyen terme. Donc peut-être que les cours reviendraient une énième fois vers ce support et le tiendraient possiblement, ce qui serait de nouveau peut-être un point d'entrée intéressant pour ceux qui ont joué jusqu'ici la pertinence de ce range. Donc voilà, j'attends patiemment demain de voir ce qui se passe sur le pétrole avec les stocks et avec la réunion des pays producteurs. On sera fixé demain, patientons encore un petit peu. Ensuite, l'or se stabilise sur son support des 1185 $. Ça fait 2-3 séances qu'on est posé sur ce seuil. Vous avez une analyse sur le site de CMC Markets qui en parle. Le riz, il est toujours soutenu et stable à 9,50 cents. Le support est à 9,20, la résistance clé à 9,75. J'attends une sortie de ce range à moyen terme. Le maïs reste enfermé dans son range de court terme, entre 331 cents et 350 cents. Et puis le jus d'orange dont on parlait hier, vous voyez, il a tenté de repartir à la hausse, puis il est reparti à la baisse, il est toujours soutenu. Il est dans une tendance haussière de moyen terme. Va-t-il réussir à revenir vers ses plus hauts et aller challenger? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, eh bien la tendance reste haussière et on peut donc potentiellement remonter. Si par contre on venait à casser les plus bas des dernières séances et l'oblique ici en vert, c'est qu'il y aurait un changement de rythme sur les cours du jus d'orange. Et puis pour finir, on va regarder les devises. Alors Paul me dit belle ETE sur le pétrole, je suis pas d'accord Paul. On pourrait dire que c'est une ETEI de moyen long terme, on pourrait dire que c'est une ETE. Généralement on parle d'ETE ou d'ETEI quand en fait les marchés sont dans un grand range. Donc je préfère vraiment voir les cours du pétrole dans un range entre 42,5 et 48,8 que d'anticiper des ETE dans un sens ou dans l'autre. Et puis pour finir, le dollar. Donc le dollar, il reste en tendance haussière, il reste fort à moyen terme, mais tout comme les indices américains, il digère en quelque sorte sa hausse de la semaine dernière et puis même des 3 dernières semaines, puisqu'il est monté pendant 3 semaines d'affilée. On a vu donc lundi que le dollar était revenu en direction de ses plus hauts de 12 mois et qu'il avait positivement réagi. Il est peut-être reparti un peu haut, un peu vite ce jour, revenant pratiquement sur ses plus hauts en cours de clôture des dernières séances. Les vendeurs de nouveau s'y sont montrés. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est le même schéma que sur les indices américains. Il n'y a pas vraiment de momentum baissier, de force baissière, il n'y a pas de tendance baissière du tout. Par contre, il y a un manque de punch à court terme pour continuer de grimper.
Les supports tiennent, mais les résistances bloquent désormais. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé dès le début de semaine le fait qu'on pourrait rester dans un range cette semaine avec une possibilité de consolider un petit peu. Et après, on verra ce qu'il se passe si les cours repartent à la hausse ou si au contraire ils reviennent carrément chercher le support des 100,50. Mais à moyen terme, c'est haussier et même encore en journalier, c'est haussier. Donc voilà. Parce que c'est haussier mais que ça bloque un peu, ça permet à des actifs comme l'euro-dollar et à l'or de se stabiliser, voire de rebondir un petit peu. Si le dollar cassait sa moyenne mobile à 10 séances et consolidait et revenait vers ses plus hauts de 2015, on pourrait voir l'euro et l'or rebondir un petit peu, l'or vers les 1200 dollars et l'euro vers les 1,0650, 1,07. Mais pour ça, il faudra que le dollar donc casse cette moyenne mobile et enfonce pour aller chercher les supports suivants. Mais gardez en tête que même si on revient vers ces supports, une hausse de taux pourrait intervenir au mois de décembre, pourrait soutenir le dollar et pour l'instant les chiffres économiques sont bons. Donc tant qu'on est au-dessus des 100,5, ça reste haussier et les risques sont haussiers à moyen terme. Tout comme sur les indices américains, tant qu'on est au-dessus des plus hauts historiques, la tendance est haussière et les risques sont donc haussiers à moyen terme. Parce que le dollar consolide un petit peu, eh bien, on a l'AUD qui tient bon, qui tente de tenir au-dessus des fameux 0,7440-50 dont je vous ai dit qu'ils étaient pivots. Donc pour l'instant, on reste au-dessus de ce seuil. Néanmoins, vous voyez bien que l'AUD est dans un processus de rebond technique dans une tendance baissière. Donc c'est pas du tout évident à mettre à profit comme configuration. L'euro-dollar, lui, il est neutre et vous voyez qu'il fait des mèches basses ces dernières séances, tout comme le dollar fait des mèches hautes. Donc il y a bel et bien de la résilience de la part de la paire euro-dollar, mais il n'y a pas encore le déclic, c'est-à-dire la consolidation du dollar qui permettrait à l'euro de se reprendre vers les 1,07 voire plus. Pour que l'euro-dollar puisse décaler à la hausse, il faudrait des mauvais chiffres aux États-Unis et pour l'instant on n'en a pas. Un catalyseur qui pourrait changer la donne, ce serait vendredi le NFP. S'il était très mauvais, on pourrait connaître un fort reflux sur le dollar et donc une forte hausse sur l'or et les paires en dollars. Mais nous n'y sommes pas, on verra cela ensemble en live vendredi. La livre, elle est toujours dans son range avec une résistance à 1,2520 qu'il faudra effacer pour pouvoir aller plus haut en attendant la neutralité prévaut. Et puis le NZD-USD qui est la plus forte des paires en dollars, eh bien continue son rebond technique alors que le dollar lui consolide gentiment. Et puis la paire USD-Yen, eh bien, elle est dans une tendance haussière de moyen terme et une tendance haussière de court terme. Par contre, après avoir testé le support hier, on est peut-être reparti un peu haut, un peu vite à la hausse. Vous pouvez voir que les cours de l'USD-Yen se sont arrêtés à 113,3, soit pile poil le cours de clôture du jeudi 24 novembre, c'est-à-dire le plus haut cours de clôture de la semaine passée. Donc en gros, on est bloqué entre le plus bas de lundi et les plus hauts de jeudi dernier et on assiste à une latéralisation des cours en attendant, je pense, le NFP de vendredi. Voilà donc pour ce point sur les marchés. Alors Georges, vous me posez une question concernant la loi Sapin 2. Je ne suis pas spécialiste en la matière, je suis cela de loin. Cela n'a pour l'instant aucune incidence nous concernant. Si vous voulez de plus amples informations, je vous invite à contacter votre conseiller commercial. Pour ma part, j'éviterai tout commentaire à ce sujet. Voilà, sur ce, eh bien, merci d'avoir été présent pour ce point de l'après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon trading et j'espère vous retrouver demain à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.